Bien, tous migrants, c'est le sujet sur lequel nous nous sommes rencontrés avec Philippe Barre et ses équipes, et ce, dès la première année, où il avait tenu à dire qu'il souhaitait que le monde de l'entreprise s'associe à l'accueil des migrants. Déjà à l'époque, la France entière avait été sous le coup d'une émotion exceptionnelle avec ce petit enfant qu'on avait retrouvé gisant sur une plage, et l'émotion était à son comble, et on avait vu un immense élan de citoyens pour accueillir ce qu'on a finalement appelé les migrants, et qui sont en réalité tout simplement des réfugiés. Voyez-vous, c'est un peu gênant la sémantique. Quand on s'y arrête un instant, on essaie de distinguer les migrants des réfugiés. Eh bien, moi, je crois que ça n'existe pas, il n'y a pas de différence. Ils sont tous réfugiés, qu'ils soient réfugiés de guerre, qu'on accueille à bras ouverts, qu'ils soient réfugiés climatiques, pour lesquels on a un élan naturel. Et en revanche, quand on s'annonce comme réfugié économique, ben là, les pays européens ont un peu plus de mal à accueillir ces gens. Or, moi, je vous le dis, le mouvement Emmaüs tout entier vous le dit, il n'y a pas de distinction à faire. Il n'y a que des réfugiés qui sont obligés de quitter leur pays, soit parce que le système occidental qui a été imposé à l'intégralité de la planète, et avec davantage de férocité encore depuis la fin du Second conflit mondial, et puis sans doute aussi de la fin de la bipolarisation du monde, avec un seul modèle, le modèle capitaliste financier, qui est d'une rapacité telle qu'il se moque de tout le reste en dehors de ses bénéfices. Alors ça donne des désordres partout sur la planète extraordinaires, accélération du dérèglement climatique. En masse, les gens sont déplacés parce qu'ils n'ont plus rien à manger quand ils ne sont pas victimes des guerres que nous avons nous-mêmes créées dans ces régions-là, et ils partent. Ils partent jamais de gaieté de cœur, ils partent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils partent en masse, certes, mais à plus de 85%, les trajets des migrations se font à l'intérieur des pays du Sud, et l'Europe n'en récupère qu'une infime partie, et la France n'en récupère qu'une infime partie dans l'arrivée des migrants en Europe. Quand on réfléchit un tout petit peu, et ce que vous avez pu entendre ce matin, si vous avez si vous avez eu la chance d'être présent, c'est une qualité assez exceptionnelle, vous avez bien compris que l'histoire du monde, c'est l'histoire de la migration des hommes. On parle d'il y a 12 000 ans, la fin des glaciations, l'homme commence à bouger, changement de structure, l'agriculture, l'homme se déplace de plus en plus, et aujourd'hui nous sommes dans un monde totalement ouvert, et il va bien falloir partager ce qui reste comme ressources dans ce monde. Alors voilà, aujourd'hui, tous migrants, c'est le cri du cœur de ce festival, et je voudrais saluer les dirigeants de Darwin pour s'être engagés résolument sur ces questions. Merci pour eux. Oui, enfin, quand je dis les dirigeants de Darwin, je voulais aussi associer le mouvement WWF, coproducteur cette année également du festival. Et puis quand même, il ne faut pas s'oublier, puis je voudrais que vous saluiez Emmaüs aussi. Bien, j'ai le plaisir de vous présenter très rapidement les intervenants de cette dernière conférence. Et j'insiste un peu, nous avons 3 femmes qui sont aussi le témoignage de la diversité de ce monde ouvert. Et puis, je vais commencer par lui,
parce qu'il doit trouver que c'est un peu lourd de parler des femmes. Je voudrais que vous applaudissiez Damien Carême. C'est le monsieur qui est là-bas. Damien Carême, c'est le maire de Grande-Synthe. Eh oui, Grande-Synthe, c'est l'actualité, on en a beaucoup parlé. Il est élu depuis 2001, c'est son 3e et dernier mandat, parce que c'est un homme sage, et il ne va pas s'installer trop longtemps sur ce mandat-là. On sait que généralement, c'est un peu comme les histoires d'amour, ça finit mal en général. Ça, c'est Joe Cougar, ça. Damien Carême, maire de Grande-Synthe, qui a eu, en tant qu'élu, à gérer le quotidien de la réalité de notre façon qui est très loin de ce qu'un pays comme le nôtre, 5e puissance du monde, devrait montrer au monde dans sa qualité d'accueil. Et il va vous expliquer ce que c'est que le quotidien d'un élu qui se voit arriver, comme ça, des migrants par milliers à gérer. Et puis on ira faire un tour dans d'autres régions du monde pour voir comment sont gérés les départs de ces migrants. On verra que la réalité, elle est assez terrible. Et nous irons aussi à Paris avec Véronique. Voilà, le petit tour d'horizon. Et après, j'ai demandé aux intervenants, il leur a beaucoup coûté de me dire oui, d'essayer d'être relativement court parce que comme c'est la dernière conférence, j'aimerais beaucoup qu'on laisse une plage suffisante aux échanges avec la salle. Parce que franchement, là vous êtes, selon la police, 400 ou 500, selon les organisateurs, vous êtes au moins le double. Donc c'est un peu dommage de ne pas vous donner comme ça la parole et on va essayer d'être un peu discipliné. Des phrases courtes, des réponses courtes, mais que ça vive, parce que Climax, c'est ça, c'est avant tout un lieu d'échange, mais aussi un lieu de vie. Donc on commence avec toi, Damien, si tu veux bien prendre un micro. Et Damien Carême va nous dire ce que c'est qu'un élu, maire d'une ville. Je ne sais plus le nombre d'habitants, mais c'est... Presque 24 000. Oui, presque 24 000. C'est quand même une ville moyenne, mais avec quelques moyens. Comment tu fais, Damien, au quotidien, dans l'accueil des gens? Alors, en fait, on a des chercheurs de refuge, moi comme je les appelle, parce que c'est ces gens qui arrivent à Grande-Synthe, on est à 30 km de Calais. Ceux qui arrivent dans ma commune, ils veulent juste passer pour aller en Angleterre. Et en Angleterre, on leur empêche, avec des moyens conséquents de barbelés, de grillages et de CRS, d'embarquer sur les camions, sur les bateaux, pour se rendre en Angleterre. Donc depuis des années, on en a sur le littoral qui s'installe. Et puis, il n'y a plus que Dunkerque, enfin plus que Grande-Synthe et Calais, puisqu'aujourd'hui, c'est le même cas à Ouistreham, à Cherbourg, à Cabourg, à Rouen, au Havre, à Dieppe. Partout, il y a des lignes de ferry qui partent vers l'Angleterre. Ce que j'arrête pas à dire au ministre de l'Intérieur qui se succède, que c'est pas en organisant un accueil qu'on crée un appel d'air. L'appel d'air, il s'appelle Angleterre, en ce qui nous concerne, nous, les villes du littoral, de la Manche et de la mer du Nord. On accueille des chercheurs de refuge à peu près depuis 2003, c'est-à-dire peu de temps après la fermeture de Sangatte. Pour cette raison, parce que moi, sur ma commune, il y a l'autoroute qui va vers Calais et il y a une station-service qui est là. Et donc, quand les camions s'arrêtent pour faire le plein, il y a des chercheurs de refuge qui essaient de monter dans les camions de différentes manières, soit à l'insu du chauffeur, soit parce que les chauffeurs sont payés par un réseau de passeurs que les politiques européennes ou nationales entretiennent, puisque quand on met des barrières, des garde-côtes, on contourne. Quand on veut fuir, on contourne et on utilise les services de passeurs. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on organise un accueil qu'on favorise les passeurs. C'est vraiment la politique de forteresse qui les enrichissent en fait. Donc voilà, depuis 2004, ils sont présents sur la ville. Ils étaient une petite dizaine à l'époque, une petite vingtaine. C'était très fluctuant, ça passait de 50 à 10. Ils restaient 24 heures, ils passaient facilement en Angleterre. Et en 2015, la France décide d'un accord avec la Grande-Bretagne de mettre donc la frontière de la Grande-Bretagne à Calais. Et ce qui fait que là, les passages étaient très compliqués. Et de 60 au mois de juillet, ils sont passés à 2500 au mois de décembre sur ma commune. Et quand vous êtes maire d'une ville de 24 000 habitants à peine, que vous avez 28% de chômage sur la commune, 33% des foyers qui vivent sous le seuil de pauvreté,
voilà un truc supplémentaire que vous devez gérer. Et ce n'est pas dans vos compétences, ce n'est pas dans vos prérogatives de prendre en charge ces populations-là. Donc j'ai sollicité l'État tout de suite en lui disant faites quelque chose. Mais l'État est complètement désemparé, ne sait pas faire, ne sait pas quelle politique mettre en œuvre. Et donc à un moment, je fais le constat que la situation devenait invivable pour ces personnes, ces chercheurs de refuge qui étaient là, qui vivaient dans des conditions inhumaines. Et moi, je ne pouvais pas supporter de les voir vivre comme ça. Et puis, ça ne facilitait pas le rapport, un bon contact avec la population de ma commune. Et donc, j'ai décidé avec Médecins sans frontières, et merci à Médecins sans frontières à l'époque, de faire malheureusement un camp pour pallier à cette urgence humanitaire en 2015. Voilà, ils étaient 2500, quand on a ouvert le camp 1300, les choses faisant, voilà, le nombre réduisait finalement au fur et à mesure. Et puis le camp a brûlé en avril 2017, et là, toujours avec un nouveau gouvernement et un nouveau ministre de l'Intérieur que j'ai rencontré il y a 1 an maintenant, c'était le 18 septembre l'année dernière, et dont les propos m'ont retourné, puisque le mot accueil n'a pas été prononcé une seule fois dans les 45 minutes. Sa seule théorie, c'était de cesser de donner envie de venir en France. C'était la seule poursuite, le seul objectif qu'il poursuivait. Et donc, il y a eu des propos extrêmement durs qui étaient tenus durant cet entretien. Et il me parlait d'un accord avec la Libye. Et on verra peut-être tout à l'heure ce qu'est ce pays et ce que subissent ces personnes quand elles traversent la Libye. Ne me prends pas mon travail. Hein. Non, mais voilà. Et puis, du coup, moi, je fais un deal avec le préfet pour essayer de voir, bon, ok, je fais plus de camp, mais vous prenez en charge. Depuis le mois d'octobre l'année dernière, 3000 d'entre eux ont déjà été pris en charge, mais j'en ai encore 600 sur ma ville en ce moment. L'État a décidé jeudi de faire une mise à l'abri générale de ces personnes qui étaient là. Mais comme ils n'avaient pas assez de place, il en a laissé un tiers là qui se disperse. L'État a vidé un terrain, ils ne veulent plus qu'ils se réimplantent, donc ils sont partout dans la ville. Bref, c'était ni fait ni à faire. Et celui qui doit gérer finalement le contact et la relation avec la population, c'est le maire, et c'est sur le maire que ça retombe. Donc c'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Moi je remercie l'ensemble des ONG et associations et citoyens qui ont participé à cet élan de générosité, français, européens. J'ai vu passer plus de 6000 bénévoles sur l'expérience du camp, et heureusement qu'ils sont là, parce que si on attendait l'État, on serait bien ennuyé derrière. Ma population, à qui j'ai expliqué les choses, à qui il faut qu'on donne les clés de compréhension de la situation, et je n'ai jamais eu une manifestation, une pétition. L'extrême droite qui a essayé de lancer des choses, c'est tombé à l'eau, parce que quand vous faites de la pédagogie, et vous y arrivez, et je termine là-dessus, la meilleure preuve, c'est que en avril, au premier tour des élections présidentielles, l'année dernière, j'avais encore 1400 demandeurs de refuge présents sur ma ville, et avec lequel on avait fait ce travail de pédagogie. Et je suis, alors, dans le Nord, vous savez, le Front National est extrêmement haut. Marine Le Pen est une des locales de l'étape, malheureusement. Et sur les 650 communes du Nord, il y en a à peu près 450 qui ont mis Marine Le Pen en tête au premier tour des élections présidentielles. Et moi, là-bas, sur le bout du littoral, je suis la seule ville à avoir mis un candidat de gauche en tête au premier tour de la présidentielle. Quand vous expliquez aux populations, vous faites barrage au Front National et vous ne jouez pas son jeu. Le problème, je termine vraiment là-dessus, c'est promis, après je ne réinterviendrai plus. Philippe Lamberts, qui est, je ne fais pas de la pub, mais qui est le président du groupe écolo au Parlement européen, a eu une très juste phrase il y a peu de temps au Parlement européen. Il accusait les gouvernements européens d'utiliser la rhétorique du Front National pour excuser leur action. Et en fait, finalement, c'est plus de la rhétorique. Ils mettent en œuvre, ces gouvernements, la politique de l'extrême droite. Il ne faut pas s'étonner dès lors qu'on a une montée de l'extrême droite dans nos pays en Europe. Merci Damien. Il y a beaucoup d'élus dans la salle, d'élus plutôt conseillers municipaux, et je ne doute pas qu'ils chercheront tout à l'heure à en savoir davantage sur comment on fait au quotidien, parce qu'il y a les grandes idées, il y a la philosophie, c'est important, et puis il y a la vie au quotidien avec les gens, avec les riverains, avec les commerçants, avec les institutions, et tout ça, et je suis vraiment très heureux que tu sois là aujourd'hui. On peut le faire. Je ne dis pas qu'il suffit de le vouloir, il faut mettre une sacrée dose d'énergie.
pour y arriver, mais ça n'est pas impossible. Voilà, c'est un peu ça, Climax, cette année. Tout va mal partout, mais ce n'est pas impossible de s'en sortir encore. Véronique Naum-Grapp. Cette dame est anthropologue. Elle est membre de la... Bon, on va arrêter avec tout ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'elle est membre de la Ligue des... Non, mais bon, si je lis tous ces diplômes, je vais perdre tout le temps que j'ai gagné sur Damien. Donc, c'est quand même un peu bête. Elle est surtout très liée à la Ligue des droits de l'homme, c'est ça qui nous intéresse aussi aujourd'hui. Et puis, elle a travaillé, alors ça, c'est juste pour me faire plaisir à moi et à quelques vieux Parisiens, elle a travaillé avec Pedro Meca à la Moquette, à Paris, accueil historique des exclus. Et peut-être, Véronique, que tu peux... Voilà, je la tutoie tout pour faire semblant qu'on se connaît. Quoi. En fait, je l'ai découverte à midi, mais elle est très sympa et elle va nous dire des choses passionnantes. Mais peut-être commencer par dire un mot de Pedro Meca, mais ça, c'est pour me faire plaisir. Pedro Meca donc, a franchi la frontière clandestinement en Espagne, France, quand il avait 20 ans, mais avant, sinon, il était tout petit orphelin, recueilli, il a écrit dans un livre, et c'est lui aussi qui est le premier à travailler sur la nuit, vivre la nuit. Mais il a écrit dans un livre sur sa vie, donc il a été recueilli par une dame qui faisait la mendicité. Il dit cette dame l'a sauvé tout petit, entre 2 et 8 ans, il faisait la mendicité aussi. Il a eu très faim, il est rentré dans les groupes de basques un peu, il était très militant. Et puis je vous passe enfin une biographie très extraordinaire, une figure avec une grande barbe et beaucoup de présence la nuit et de rire et de discussions sans fin et une présence dans les rues de Paris totalement pour moi exceptionnelle. Et donc voilà, mais il a disparu il y a 2 ans, donc... Je salue Pedro Meca avec toi. Voilà. Moi aussi. Moi, j'aimerais que, parce que c'est enregistré tout ça, qu'il y ait quelque part, ici à Bordeaux, 2 ans après la disparition de cette très grande figure de la lutte contre la très grande exclusion, qui est, par vos applaudissements, quelques secondes d'émotion en la mémoire de Pedro Meca. Alors sinon, très rapidement, donc 6 minutes, m'a-t-on dit, je voudrais donner quelques pistes. Il me semble que les sciences sociales ont une responsabilité avec cet objet particulier qu'on va appeler les racismes. Et s'il y a vraiment un lien entre la problématique de l'exil, on va dire ça comme ça, et la montée des extrêmes droites européennes, on va dire ça comme ça, et pas seulement en Europe, s'il y a un lien, voilà, c'est celui-là que je voudrais travailler. Alors très vite, la personne migrante, actuellement, ceux qui arrivent depuis 2015, Afrique subsaharienne, Syrie, sont des gens qui, en général, et les migrants en général, qui quittent de façon forcée, que ce soit, quel que soit, que ce soit politique, économique ou tragique, le tragique de la guerre. En général, c'est parce que, je dirais, ils sont nés du mauvais côté. Ils sont nés dans des pays qui ont été colonisés pendant des siècles. Ils sont nés dans des classes sociales qui ne sont pas forcément formidables. Ils sont nés à une période historique tragique où avoir 20 ans en 1994 au Rwanda et être né Tutsi, ils sont nés, être nés. Si on nous dit, les philosophes, que la mort égalise les conditions, mais un peu tard, la naissance, c'est l'inverse. La naissance marque l'inégalité. La naissance installe, épingle l'être qui naît, l'épingle au mur comme un pauvre papillon pour le situer. Tu es là, tel jour, telle heure, comme sur ta carte d'identité, avec ton nom. Tu es là, tu es né là, dans cette famille, avec des parents fous. Tu es là, dans cette famille esclavagisée. Tu es né là, dans cette mine décrite par Zola, etc., dans cette famille de mineurs. Tu es né là. La naissance installe. Au plan collectif, au plan individuel, il y a la résilience, il y a tout ce qu'on sait, c'est compliqué. Mais au plan collectif, installe l'inégalité de base, c'est-à-dire l'injustice de base du social. Et cette injustice, elle fait un bruit de fond permanent dans tout ce qu'on vit et dans tout ce qu'on dès qu'on a les yeux ouverts. C'est une injustice de base. Et tout le social est frappé par cette problématique de la naissance. Et remarquez que les extrêmes droites aiment parler du sang de souche
de l'arbre de filiation, de rabattre le fils sur son père, comme pour essayer de faire oublier que c'est un hasard d'être né ici ou là. Et entre l'aléatoire du hasard, l'inégalité de fait d'une naissance ici ou là, et l'injustice du social, vous voyez, eh bien, il y a ce que mon prof François Héritier aurait appelé un chiasme. Et c'est ce chiasme qui baigne tout ce que nous vivons. Alors, le réfugié, il est né du mauvais côté, en Érythrée. Il est né du mauvais côté. Et en Syrie, 40 ans d'un État barbare. Une guerre où finalement, c'est les bourreaux qui gagnent, les assassins. Au contraire de 39-45. Il est né du mauvais côté, il arrive, et il faut savoir qu'être réfugié, c'est un accroissement formidable des inégalités. Inégalités en termes de classe sociale, c'est-à-dire les exilés, donc j'ai pas mal travaillé moi dans les camps de réfugiés, les exilés qui sont dans un milieu, qui connaissent les langues, qui ont voyagé, qui ont des réseaux, ne restent pas dans le camp de réfugiés. Très vite, celui qui connaît les langues, d'ailleurs, il devient instituteur dans le camp réfugié, puis après il fait des liens, il sort. Être un peu privilégié, c'est une clé formidable dans le refuge. Le réfugié qui vient de sa campagne, qui n'a jamais quitté, le réfugié bosniaque qui n'avait jamais quitté sa ferme, le réfugié syrien, paysan qui n'avait jamais quitté son village et qui ne parle pas la langue, dans le pays où il arrive, il est comme aveugle, muet et sourd, et il ne voit rien. Et je me souviens, quand j'ai un peu travaillé avec les personnes sur le quai d'Austerlitz, de ces regards de ces jeunes migrants qui ne parlaient pas la langue, des regards où on voyait qu'ils voyaient un monde illisible, totalement illisible. Rien n'a de sens quand on ne peut pas traduire un mot. Un seul mot, je ne sais pas, une étiquette. Alors, ça veut dire que accroissement des inégalités, et le réfugié qui était déjà un paysan pauvre dans un pays en général où il y avait les dictatures, la misère, la guerre, etc., déjà, qui n'était pas dans la nomenclature, ni dans les pays de l'Est, ni dans le Sud. Et bien ce réfugié, il arrive en France, il est piégé dans le camp de réfugiés. Si vous voulez, 3 générations des réfugiés palestiniens au Liban, les réfugiés afghans, ceux qui restent dans le camp, c'est ceux qui déjà avaient une mauvaise position dans leur pays d'origine. Et là, qu'est-ce que c'est qu'un camp? Qu'est-ce que c'est qu'un réfugié dans un camp de réfugiés? Il n'a pas le droit de vote. Aucun parti va lui faire la cour. Aucun parti. Il est comme un fantôme. Il habite un lieu, qu'est-ce que c'est qu'un camp de réfugiés? Ou l'ennui, même si on a à bouffer. C'est mieux que crever dans les rues de la porte de la Chapelle à Paris en ce moment et courir sous la pluie. Ou crever sous la canicule. Mais un camp de réfugiés, c'est un non-lieu. Ça n'a pas de centre. C'est clos. Ça habite, et c'est lié à un rapport au temps. C'est un temps, le réfugié habite un temps où ce qui n'aurait jamais dû avoir lieu une seule minute dure trop longtemps, et même l'éternité, ça n'a pas de fin. Et effectivement, pour l'immense population des réfugiés sur la planète, il y a très peu de retours une fois qu'ils sont enfermés dans ce piège du non-lieu et d'un temps qui n'aurait jamais... Voilà, ils habitent le temps qu'ils n'acceptent pas, que ce qui les a conduits là n'aurait pas dû exister une seconde, et c'est un temps indéfini. Le réfugié, donc, vous voyez, je ne parle pas des cas tragiques, je ne parle pas de la Libye, je ne parle pas, etc. Il arrive, mettons, sur les trottoirs de Paris. Alors, il faut savoir, dès qu'on ne va pas bien, on ne dort plus, l'insomnie. Alors, il faut comprendre ce que c'est que l'insomnie, les yeux comme des soucoupes la nuit. L'insomnie, c'est une espèce de mécanisme du face-à-face avec le ciel nocturne, où le passé, on ne peut pas le penser, l'avenir est complètement opaque, et le présent, on le refuse. Et à ça, vous ajoutez l'inconfort, mot un peu ridicule, mais ne pas avoir été aux toilettes pendant 10 jours, ne pas pouvoir laver un bébé sous la canicule, une douche, si on savait ce que c'est qu'une douche. Bon. Et donc, et la parole, c'est-à-dire la traduction. C'est-à-dire que les besoins immédiats, c'est l'eau, la nourriture, les toilettes, la douche, la nourriture, et la traduction, et l'alphabétisation, immédiatement, comme l'eau, au même degré d'urgence que l'eau. Alors, donc, je vous parle de ce, si vous voulez, parce que si vous travaillez avec le monde du refuge, par exemple syrien, beaucoup de réfugiés syriens sont déjà inscrits dans des lieux où les gens du Mali, par exemple, à Montreuil, etc. Moi, je parle de ceux qui viennent d'arriver depuis 2015. Je pense que, et je vais terminer parce que je sens qu'il souffre, il m'a dit il ne faut pas parler trop longtemps, il y a un accroissement formidable de l'injustice dont je vous ai parlé au début, actuellement, en ce qui concerne ces populations, et c'est en Europe. Et pourquoi?
Parce qu'il y a un mécanisme qu'il ne faut pas moraliser, qu'il faut décrire, qui est, et qu'on retrouve à d'autres périodes. Pourquoi le stigmate contre les lépreux à d'autres périodes? Pourquoi a-t-on évité le stigmate contre les personnes qui avaient le sida dans les années 80? Pourquoi le stigmate contre les pauvres? Pourquoi le stigmate contre les étrangers, etc., contre les femmes, etc. Il semblerait qu'il y ait un mécanisme collectif qui n'a rien à voir avec les positions qu'on croit avoir, morales ou pas, qui est que les populations vulnérables qu'on voit, qui sans doute, envers lesquelles on devrait avoir une espèce de dette, par exemple pour des populations venant d'Afrique et qui arrivent en Europe, on les déteste. Et plus ils vont mal, plus on les déteste. Et qu'est-ce que c'est que d'être pauvre? Et qu'est-ce que c'est que d'avoir l'inconfort physique? Et la question du corps et la non-dignité, parce que la domination, la répression abîme la dignité, abîme la présence tranquille de soi à soi, sur une chaise, par exemple, debout, tranquille. C'est ça qui est abîmé, parce que la peur est là. Et donc, la domination, non seulement, et l'oppression, c'est pas seulement économique, on mange pas, etc., mais ça abîme la dignité. Et c'est d'ailleurs, les printemps arabes, ils disaient liberté, dignité. La question de la dignité, quand on se redresse d'une domination, c'est formidable. Et cette chose-là fait que, avec ces corps qui changent, ces familles roms qui ont des yeux un peu hagards, qui sont mal habillées, ces personnes chassées du dedans, comme disait Pedro Meca, qui sont dévastées par 20 ans de rue, que tu connais très bien, eh bien cela, c'est sur leur corps. Et rien qu'à les voir, le passant recule. C'est-à-dire que c'est l'image même de leur défiguration liée au mécanisme de l'injustice qui sert d'argument esthétique à la haine collective contre eux et à leur rejet. Et donc, si vous voulez, on a une espèce d'enchaînement de mécanismes de cercle infernal. Et qu'est-ce qu'on voit en Europe, soi-disant berceau de la démocratie? Mais qu'est-ce qu'on voit en Europe? Préférer les murs, les barbelés, les chiens, les policiers. On a vu à Paris des CRS refuser l'eau pour la canicule, rendre invivable, peut-être. Je ne savais pas qu'un ministre avait dit on va leur rendre la vie invivable. Je ne le savais pas, je tombe de bon. Et donc, si vous voulez, qu'est-ce qu'on voit? On criminalise actuellement sur toute l'Europe, alors que la culture du refuge, alors qu'il y a des pièces de théâtre, des instituts, des poésies formidables, etc., on criminalise de fait dans les institutions, quitte à leur envoyer en Libye, qui est crime contre l'humanité, à mon avis, de l'Europe, complicité d'assassinat. Si vous voulez, on criminalise les personnes qui sont les victimes du cycle de l'injustice à son comble. Et à mon avis, j'en termine là, le comble de l'injustice historique que nous pouvons vivre actuellement, et il y a pas mal de situations, c'est celle-là. C'est ces réfugiés, c'est ces personnes qui arrivent en Europe. J'ai bien fait de lui donner un peu plus de temps que prévu. Vous voulez un exemple? Nous sommes tous migrants. Cette dame a des origines indiennes, britanniques. Elle est née au Kenya. Elle s'appelle Kavita Brambat. Je vous demande de l'applaudir très fort. Travaille pour l'ONU, elle est consultante au Haut Comité pour les réfugiés, le HCR. Avant de lui donner la parole, Kavita, je voudrais que Jérôme envoie une petite vidéo, ça dure 50 secondes.
Kavita, et je te laisse faire une petite introduction et ensuite nous allons passer, après Jeanne-Marie, à des petits échanges entre nous et ensuite on se tournera vers vous. Bonjour tout le monde et je m'excuse en avance pour mon accent anglais, surtout à toi Damien, en étant un peu anglaise, un peu indienne, un peu africaine de Kenya. Je suis actuellement ici à Paris et en fait j'ai une carrière de 15 ans où je travaille exclusivement avec des réfugiés pour le HCR en tant que consultante, c'est-à-dire j'ai travaillé beaucoup dans les camps réfugiés en Somalie, au Kenya, en Éthiopie, en Syrie, en Liban, en Irak et dernièrement en Libye. Et j'ai aussi, il y a 3 ans, après le décès d'Aylan Kurdi, qui a effectivement mobilisé plein de personnes, j'ai monté une association en France qui s'appelle Action Emploi Réfugiés. Maintenant, on a 2 bureaux, un à Paris et l'autre ici à Bordeaux. Alors, je suis ravie d'être accueillie ici aujourd'hui et vraiment, Véronique et Damien, vous m'avez tellement émue, je ne saurais pas quoi dire. Et toi, Jeanne-Marie, je sais que tu vas faire la même chose. Aujourd'hui, on a été invités, je crois, pour parler de solidarité. Et bon, moi, je suis dans une situation très dure, c'est-à-dire avec le HCR, récemment, on travaillait en Libye. J'étais dans une zone de transit, c'est-à-dire ce n'est pas un endroit de guerre où les gens partent parce qu'ils n'ont plus rien. C'est un endroit de transit où les gens, ils ont un seul espoir, c'est de franchir de la Méditerranée et d'accéder à un continent qui les promet beaucoup, même si ce n'est pas vrai, on le sait. Et là, j'ai vu, je crois, dans toute ma carrière, dans tous ces endroits-là, j'ai eu les pires des choses que j'ai jamais vues dans ma vie, tout simplement parce que le fait de traverser la frontière en Libye, ça veut dire que tu es illégal. Le gouvernement qui se charge, soi-disant gouvernement qui se charge de ça, ça s'appelle le Department of Illegal Migration, se charge des gens. Et dès qu'ils sont en contact avec les autorités, ils ont mis dans des centres de détention. Et dans ces centres de détention, les seules personnes que l'Europe veut aider, vraiment, c'est les gens qui ont un background ou un profil de réfugiés. Tous les restes, les subsahariennes, des gens de Bangladesh, ils restent là-bas sans avenir. Et tout ça pour dire que moi, je viens de Kenya. J'ai grandi dans un pays où il y avait la pauvreté autour de moi constamment. J'ai vécu dans plein d'endroits comme ça. Le fait de vouloir partir parce que tu ne peux pas nourrir ton enfant, le fait de vouloir partir parce que comme une femme seule, tu risques d'être violée, le fait de vouloir partir parce que tu es chrétien dans un pays majoritairement musulman, tout ça, ça ne doit pas être un crime. Et le malheur constant qu'on doit vivre là-bas, c'est que c'est traité comme un crime. Et chaque personne là-bas a une histoire, a des espoirs et vraiment, c'était très difficile de les voir dans des situations en détention où ils étaient vendus des autres, ils étaient des esclaves, ils ont été violés, etc. Mais bon, c'est mon travail, tu vois ça, mais je suis aussi dans les solutions. C'est-à-dire que si je peux rien faire, si je peux dénoncer l'hypocrisie de notre société, le financement de l'Union européenne envers les gardiens de côte libyens, si je vois même des gens de Kenya sur les bateaux qu'ils ont arrêtés, il faut bien savoir qu'il y a quelque chose qu'on peut faire. Et c'est pour ça que, en fait, c'est ça qui m'a vraiment poussée à faire Action Emploi Réfugiés en France, parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'intégration sociale en Angleterre des réfugiés, mais vraiment, la seule chose que j'entends chaque fois, c'est qu'on veut s'aider des réfugiés que je connais. On veut trouver un travail, on veut travailler, on veut être indépendant, on veut faire partie d'une société comme un égal, pas comme une personne exceptionnelle. Alors, c'est ça qu'on a fait. Et on a parlé d'égalité, Véronique. C'est que égalité, c'est être pareil. Mais dans ce monde-là, dès que tu viens un réfugié, tu es donné le droit de travailler. Nous, on met des réfugiés en contact avec des employeurs pour qu'ils puissent avoir un travail en France. Mais le fait de donner à un réfugié le droit de travail, ça ne veut dire rien, en fait.
Ils ont les droits de travail, toi, tu as les droits de travail, toi aussi, mais on n'est pas au même niveau. Alors moi, peut-être, si j'arrive ici, je suis un peu comme ça pour les droits de travail, quelqu'un d'autre qui est français, qui parle français très bien, et comme ça, l'accès à le droit de travail est très différent. Alors moi, je ne vais pas monter sur cette table, mais moi, ce que je fais à l'association, c'est mettre une plateforme pour que les gens, les réfugiés en question, peuvent monter à la même hauteur. Non, je ne vais pas monter. Non, le plancher. Ah, d'accord. Le plafond, c'est au-dessus, le plancher. Exactement. Alors, on peut monter, ça c'est nous, on leur met une plateforme pour un plancher, pour apprentissage de langue, apprentissage des compétences, mise en lien avec des employeurs. On fait le suivi avec eux pour savoir si l'entretien avec l'employeur s'est passé bien. On fait tout ça en amont, en aval. Bien, très bien. Pour ça, cette action est pérenne. Ça veut dire que maintenant, je sais que la plancher est un peu comme ça. Les réfugiés, évidemment, ils n'ont pas l'accès équitable des Français ou des autres, mais on commence petit à petit à améliorer l'accès au travail pour des réfugiés. Et dans le long terme, j'espère que cette action, avec votre aide, parce que c'est aussi un call to action pour des autres, c'est de vraiment, si vous avez des gens autour de toi qui embauchent des gens, si vous avez une association vous-même, si vous connaissez des gens qui sont très Front National et qui ne sont pas éduqués sur cette question des réfugiés, c'est votre, je déteste ce mot, mais devoir de leur parler, de leur ouvrir l'esprit, de peut-être suggérer qu'ils peuvent embaucher un réfugié comme tous les autres, etc. Alors, c'est un peu ça ce qu'on veut faire pour que, dans le long terme, cette plancher va mettre les réfugiés au même hauteur que les Français pour qu'ils puissent avoir le même accès aux droits de travail que les autres, tout simplement. Et voilà une solution. Mais merci. On termine ce premier tour de table avec Jeanne-Marie Rouguira, professeure de psychosociologie à l'Université du Québec. Elle est docteure en sciences de l'éducation et elle est originaire du Rwanda. Donc originaire du Rwanda, elle travaille au Québec. On vit dans un monde ouvert. Jeanne-Marie, je sais qu'elle voulait réagir sur le petit film qui vous a été montré et ensuite tu as la parole. Ça marche. Oui, oui. Allô, ça marche? Allô, bonjour tout le monde, je m'appelle Jeanne-Marie Rouguira et je suis très heureuse d'être ici, de découvrir cette micro ou macro-société alternative qui se développe à Bordeaux. Je félicite les initiateurs de cette plateforme que je découvre avec émotion. Je remercie aussi ceux qui m'ont invité. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que je suis une femme noire sur l'estrade en train de vous parler. J'insiste comme si vous ne l'aviez pas vu. Parce que je n'ai pas envie de surenchérir sur ce qu'ont dit mes collègues, qu'ils ont dit si bien. Et ce matin, j'étais ici, j'ai entendu des discours sur l'effondrement climatique. Cet après-midi, en écoutant ma collègue, on entendait l'effondrement migratoire. Et moi, je vis dans un monde où je ne vis qu'avec des Blancs au Québec et qui me disent tout le temps, Jeanne-Marie, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je suis une spécialiste de la résilience, une spécialiste pratique, pas... C'est une expertise vécue avant d'être une expertise pensée. Moi, j'ai fait ma thèse sur la question de la souffrance. Ma question, c'était, les miens sont ceux qui sont nés du mauvais côté.
Et ma question, c'est comment on va faire avec les politiques que tu décris si bien, avec l'état du monde que nous connaissons tous ici, c'est pour ça qu'on y est, comment on va faire pour pas tous disparaître? J'ai entendu un intervenant ce matin qui parlait des Indiens d'Amérique, qui m'a beaucoup plu. Alors, ma question, c'était comment on va faire? Autrement dit, comment on va faire pour vous survivre? Comment on va faire pour ne pas les laisser nous détruire totalement? J'ai des petites nouvelles pour vous. Moi, je pense que vous avez besoin de vous approcher de nous. Parce que nous, on sait comment survivre dans l'adversité. Et je vous le donne en 5. Ce que nous avons vécu, ça s'en vient pour tous. Comme ça s'en vient pour tous, moi, je pense que l'Occident n'est pas préparé. Et je pense que dans ça, nous, on a été préparés. Les quelques survivants d'entre nous, nous savons comment nous avons fait. Peut-être qu'il serait temps pour les sciences sociales, qu'il serait temps pour les militants, qu'il serait temps pour toutes les personnes qui cherchent des alternatives, mais qu'il serait surtout temps pour nos jeunes à l'école qu'on commence à ouvrir des cercles dialogiques avec des migrants, avec des étrangers, avec des survivants de notre monde fou, avec la question « Comment vous avez fait pour survivre ?» Comment vous vous y êtes pris? Moi, je fais partie de ceux qui sont nés du mauvais côté, mais je suis assise au bon côté. Ma première question à moi, c'est... je fais partie, moi, des collectifs afroféministes qui réfléchissent les questions de comment on va faire pour ne pas disparaître, de comment on va faire pour laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, un monde viable pour eux. Moi, ça m'angoisse, ça m'empêche de dormir. Je fais des insomnies et des face-à-face avec le ciel non étoilé en Occident. Quand je vois de plus en plus un racisme décomplexé, un populisme totalement immoral, et que je me dis que mes enfants et mes petits-enfants vont vivre dans un monde qui est encore plus dur que celui que moi j'ai affronté. Mais mes enfants et mes petits-enfants, ils ont besoin que je leur raconte. Vous voyez, je fais juste quelque chose d'aussi simple. Vous pensez qu'il y a combien d'étrangers en France? Trop. Vous pensez qu'il y a combien de Français d'origine étrangère en France? Le pourcentage de Français d'origine étrangère qui sont en France, pourquoi ils ne sont pas ici? Où sont-ils? Où sont-ils? Pourquoi on ne les voit pas dans cette salle? Pourquoi on ne les voit pas sur cette scène? Parce que collectivement, on continue de croire qu'ils n'ont absolument rien à nous apprendre. Et c'est une erreur capitale. Et pour moi, vaincre la justice sociale, ce n'est pas seulement aller les chercher en Libye, ce qu'il faut faire, et je remercie le ciel qu'il y a du monde qui le font, mais même ceux qui ont eu, comme moi je suis prof d'université. Il n'y a pas beaucoup de Québécois qui sont profs d'université. Ma situation, elle est enviable au Québec. Je ne peux pas faire partie, je ne peux pas me plaindre que je suis maltraitée. Mais même comme prof d'université, j'ai été apatride pendant 23 ans. Apatride pendant 23 ans. 10 fois plutôt qu'une, j'ai été invitée pour aller faire des conférences à travers le monde. Je ne pouvais pas y aller parce que je ne pouvais pas avoir de visa. Parce que je n'avais pas le bon papier. Parce que mon papier de réfugié, c'était écrit que je ne peux pas aller n'importe où. Et quand je le présentais, même si c'est pour aller au Maroc ou pour aller au Cameroun, je ne dis pas la France, je ne vous parle pas de la Belgique, tout le monde pensait que je voulais aller vivre chez eux. J'étais prof d'université. Imaginez ceux qui ne savent pas lire. C'est quoi ce truc? Et si, c'est des questions que je me pose, moi, que je pose à mes étudiants quand je travaille au Québec, c'est et si la réponse au populisme et au racisme décomplexé était probablement
la prise de conscience de quelque chose dont j'ai entendu parler ici. Les gens ici parlent de l'ancien monde et du nouveau monde. J'adore ça. Des fois, je me demande si les États-nations n'appartiennent pas à l'ancien monde. Des fois, je me demande si le passeport n'appartient pas à l'ancien monde. Des fois, je me demande si les barbelés n'appartiennent pas à l'ancien monde. Vous savez, si on avait le droit, comme tout le monde, de nous déplacer, c'est pas clair qu'on voudrait aller chez vous. Moi, je pense que l'interdit est attirant. Moi, aujourd'hui, j'ai des petites sœurs. Quelques-unes sont encore réfugiées en Afrique du Sud. Les autres sont devenues des citoyennes d'Afrique du Sud. Je leur dis, surtout pas en Occident. N'allez pas en Occident. C'est pas intéressant. Ma vie à moi, en Occident, est pire que la vôtre. Moi, aujourd'hui, quand je m'en vais en Afrique, en vacances, si je tombe dans un pays où il n'y a pas la guerre, ni le coltan, autrement dit, si je tombe dans un pays où vous ne faites pas la guerre, et que vous mettez ça sur notre dos en nous disant que c'est nous les barbares qui faisons la guerre. Mais je suis désolée, ce n'est pas nous les barbares qui faisons la guerre, parce que chez nous, on n'en fabrique pas des mines antipersonnelles. Chez nous, on n'en fabrique pas des Kalachnikov. Chez nous, on n'en fabrique pas de ces choses-là. Comment ça se fait que ça se rend alors qu'on n'a pas de lait pour nos enfants? Mais quand j'arrive dans les pays chauds de ma terre rouge et que je mesure le niveau de stress que je vis quand je suis prof d'université en Amérique du Nord, je me demande vraiment qui a la meilleure qualité de vie entre moi et les copines qui se tressent les cheveux au bord de l'océan. Je suis pas ça. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. Je ne voulais pas faire ici un discours misérabiliste. J'ai juste envie d'attirer votre attention sur deux choses. Moi, j'ai une sœur. Aujourd'hui, elle est comme moi, elle a les privilèges des Blancs. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on survive ensemble? Moi, je pense que la première chose à faire, c'est d'arrêter de vous faire croire que vous faites de la charité à quelqu'un. Arrêtez ça d'abord. Et commencez par dire, réfléchissez sur la question que les afroféministes appellent les privilèges des Blancs. Je vais vous en parler parce que moi aussi j'en ai, même si je suis noire. Alors moi, prof d'université, dans une université américaine, donc j'ai des privilèges des Blancs, ma question c'est comment je fais pour faire profiter de mes privilèges des Blancs à ceux qui n'en ont pas. C'est ça ma responsabilité citoyenne. Concrètement, qu'est-ce que je fais? J'ai une grande maison que mes enfants n'habitent plus parce qu'ils sont grands, avec des chambres, comme chez vous, je suis sûre, qui ne sont pas habitées. Et j'ai plein d'étudiants, tenez-vous bien, qu'on appelle des immigrants économiques. Tenez-vous bien, actuellement, en France, aux États-Unis, en Australie, au Canada, on fait une course folle parce que les Occidentaux ne font plus d'enfants et que les universités, il n'y a plus assez de monde et qu'on a des problèmes démographiques et qu'on ne sait pas qui va s'occuper de nos vieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher les étudiants dans le tiers-monde. Et eux, on les appelle des immigrants économiques. Pourquoi on les appelle des immigrants économiques? Parce qu'ils étudient. Au Canada, un étudiant étranger dans l'université où j'enseigne, un étudiant africain paye 18 000 $ par année. Payé par l'Afrique, par les parents. Vous voyez? Et après, il va travailler pour le Canada. C'est vraiment... Mais vous voyez ce truc-là, c'est immoral. Et cet étudiant-là, il vit un stress impossible à réguler
parce qu'il est obligé de réussir, parce que toute sa famille a été déshéritée pour que lui, il étudie, parce que c'est lui l'assurance familiale. Ce sont ces enfants-là qui ne dorment pas parce qu'ils n'ont plus rien à manger que j'accueille chez moi. Ma question, c'est, toi, personnellement, chez toi, qui que tu sois, qu'est-ce que tu fais avec tes privilèges? Aujourd'hui, avant Macron et son Premier ministre, qu'est-ce que nous faisons avec nos propres privilèges? L'autre chose que je voulais dire, qui me semble vraiment important, c'est si le discours d'extrême droite, racisant et raciste, a des avancées aussi énormes. Moi, je pense que c'est parce que nous manquons d'espace de dialogue. Moi, l'expérience que j'ai depuis mes 25 ans de vie en Occident, c'est que les humains, quand ils se rencontrent réellement, ils ne peuvent pas résister à l'amour. Et pour continuer d'entretenir ce dialogue, on met des barrières, pas seulement entre les pays, mais entre les quartiers, dans nos maisons, un peu partout, on a déserté l'espace dialogique. Et moi, je me pose la question, comment réouvrir les espaces dialogiques? Comment arrêter moi, quand j'organise des colloques actuellement, c'est mon militantisme. Moi, ma question, c'est comment on peut, dans les sciences sociales, dans les universités, chez les militants, comment on peut arrêter de parler des immigrants sans eux? Comment on peut arrêter de parler des réfugiés sans eux? Comment on peut parler avec eux de ce qui nous concerne tous? Parce que tant aussi longtemps qu'on cherche des solutions sans moi, c'est sûr que les solutions qu'on va trouver ne vont pas me convenir. Et ça continue de faire monter quelque chose de l'ordre de ces barrières et de ces séparants qui nous tuent et qui nous tuent tous. Je vais finir là-dessus, Pascal, pour que tu sois content. Le pays d'où je viens, le mot humanisme se dit Ubuntu. Ubuntu, c'est ce qui nous fait hommes. Et quand on devient indifférent à la douleur des autres, on perd notre humanité. Moi, je crois que l'Occident, dans sa manière de traiter la question migratoire actuelle, est en train de perdre son Ubuntu. Et je ne crois pas que les immigrants sont plus en danger qu'eux. Je vous remercie. Jeanne-Marie, je suis content. Et eux aussi, apparemment. Je vais vous demander, à chacun d'entre vous, parce qu'on est très bien là, demander à chacun d'entre vous de prendre 1 minute 30 pour faire passer le message que vous souhaitez faire passer. Et ensuite, on lancera les échanges avec la salle. Donc, on va respecter l'ordre de départ. Damien, si tu veux bien, c'est toi qui as la parole. Avec le micro. Moi, j'ai un message optimiste sur l'accueil. J'interviens comme ça à peu près dans toute la France depuis 1 an, où on me demande d'aller. Ici, j'étais avant-hier à Nantes, j'y serai bientôt à Bayonne, partout, à Chambéry, à Annecy, à Lyon. Et je vois partout des citoyens qui ont envie de faire, des citoyens qui font, des citoyens qui accueillent, des citoyens qui manifestent. Je vois partout des élus locaux dont on ne parle pas, qui ont accueilli, qui ont ouvert, des associations qui organisent ce lien social, cette solidarité, cette fraternité dont on a besoin et qui est un des 3 piliers de notre Constitution. Et voilà, moi je constate ça. Je constate que les Français ne sont pas ce qu'on veut bien entendre, enfin ce qu'on veut bien nous montrer dans les médias.
Et même quand il y a des réticences, parfois, c'est de l'ordre du fantasme. C'est parce qu'on n'a pas eu ce lien avec la personne humaine qui est l'étranger, qui est l'exilé, qui est le réfugié, qui est le migrant, peu importe comment on l'appelle. Et même quand il y a eu donc des réticences à l'accueil dans certains villages en France, et que ça s'est quand même fait, on retourne quelques mois plus tard et les choses se sont complètement inversées. Il y a d'ailleurs eu un reportage sur France 2 il y a quelques semaines, enfin, sur notre télé publique, on a vu quelque chose de positif sur cet aspect-là. Et moi, voilà, c'est ça qui me nourrit aujourd'hui. Il ne faut pas perdre espoir. Ce matin, j'entendais aussi les conférences qu'il y avait. J'entendais Yves Cochet avec les autres intervenants de sa table ronde parler de l'effondrement. Moi, je crois que c'est possible. Je pense qu'on peut arriver à inverser l'ordre des choses. Mais tout est lié entre la première conférence de ce matin sur la biodiversité et nous, enfin, peut-être le côté humanisme qu'on défend aujourd'hui. Les choses sont complètement imbriquées. La source du problème est la même, c'est effectivement notre modèle de développement. Et qu'à partir du moment où on s'attaquera à ce modèle de développement, et on n'a plus le choix de le faire compte tenu des alertes et de ce que nous vivons aujourd'hui, on réglera aussi la question migratoire. Effectivement, ce que vient de dire Marie-Dominique, on n'est peut-être pas plus heureux chez nous, où on est quand même le pays qui consommons le plus de psychotropes par an. Voilà, on voit bien qu'on n'est pas plus heureux que ces personnes-là, même si momentanément, je dis bien momentanément, parce que tous ceux qui sont passés chez moi avec qui j'ai pris un thé, et j'en ai bu des hectolitres de thé pendant plusieurs années, avec lesquels je discutais, ne rêvaient que d'une chose, c'est de repartir chez eux, une fois qu'il n'y aura plus la guerre, une fois qu'il n'y aura plus les terroristes, une fois qu'on aura recréé des choses. Voilà, donc tout ça est intimement lié, et je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. Elle n'est pas suffisante aujourd'hui pour renverser l'ordre des choses, mais il faut vraiment que cette conscience citoyenne arrive à bousculer les États, nos gouvernants, pour qu'enfin on décide de faire quelque chose et il y a urgence. Merci Damien. Véronique. Je dirais, au moment où on sent un climat C'est politique 1 minute, et Maxime. s'obscurcir dans toute l'Europe, quelque chose s'obscurcit, on ne peut pas le nier. Il me semble qu'il faudrait en face toutes ces associations, tous ces bénévoles, tous ces gens qui ont envie de faire quelque chose, donc quelque chose plutôt que rien, c'est une question d'honneur, et quelque chose peut-être pour rien, et tant pis. Parce que je pense que la question de l'exil du migrant actuellement est la plus symbolique, la plus forte, et elle rejoint aussi quand on affrète des avions, c'est très cher, ça pollue, pour renvoyer des gens selon les lois de Dublin numéro je ne sais plus combien. Donc si vous voulez, c'est de l'infamie écologique, de l'infamie politique, c'est de l'infamie éthique. Donc si en face, même pour les élections européennes, pour le, que sais-je, politiquement, tant pis, une espèce de rassemblement des résistances, toutes familles politiques, moi je dis de gauche parce que tous ceux qui sont sur des positions d'accueil, je dirais des positions normales tout simplement, s'ils pouvaient faire entendre leur voix et un peu se rassembler et ne pas être aussi dispersés et un peu monter au créneau là dans les années qui viennent, c'est assez urgent, il est plus que temps. Merci beaucoup. Kavita. Alors, c'est bon. Pour moi, ça sera plutôt dans le quotidien de réfléchir et reconnaître qu'il y a des différences et il y a des inégalités qui existent dans l'accès à services pour des migrants et des réfugiés, de reconnaître ça et d'agir pour faire sorte que ces différences et ces inégalités disparaissent. On peut s'agir pas seulement en pensant que quelqu'un est différent, celui est différent, on partage tous quelque chose avec quelqu'un d'autre. Soit si tu es maman, soit si tu es même école, soit si vous aimez la même musique, il faut toujours réfléchir de ce que vous partagez ensemble avec l'autre et de là, agir pour soutenir ou améliorer notre société en général. Et si vous voulez faire ça à Bordeaux et si vous voulez nous aider à Action Plan Réfugiés, on est preneur de bénévoles. Alors, c'est ça. Merci. Oui, merci. On va le faire, hein? On va le faire. Jeanne-Marie, c'est 30 secondes. Parce que faut pas quand même exagérer. Il y a un déséquilibre. Alors, je veux bien que tu sois une femme. Je veux bien que tu sois noire.
mais les privilèges, ça suffit. 30 secondes. C'est de la vengeance, tu sais. Écoute, moi, ma dernière parole, je reviendrai sur cette idée tout africaine d'Ubuntu. L'Ubuntu en Afrique, ça veut dire être relié à sa propre intériorité, être relié à l'autre être humain, mais être relié aux autres êtres vivants, être relié à la terre. Et moi, je crois que si on fait des cercles de reliance qui reconstruisent, qui réparent ces différents ponts, on a encore le pouvoir de rebondir. Merci beaucoup. Vous noterez, mesdames et messieurs, que nos intervenants ont été extrêmement disciplinés. Discipline à laquelle je vous appelle maintenant. Je crois que l'échange que nous allons engager peut être très intéressant à partir du moment où on est un tout petit peu discipliné. Des questions courtes, des réponses courtes, et on va avoir le plus bel échange post-conférence de l'ensemble des conférences. Allez, qui commence ? Alors, il y a des mains qui se lèvent un peu partout. Je remercie peut-être... ah oui, mais devant et aussitôt après le monsieur là-bas. D'abord devant, s'il vous plaît. Il faudrait deux lieux avec... Juste un témoignage pour relier le vivant à l'humain. Nous avions une réserve à Madagascar de petits animaux lémuriens. Ils ne vivent que là-bas, 109 espèces. Et un jour, dans une de nos réserves, je trouve une famille africaine. Il y avait 2 femmes, 3 hommes et des enfants. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes dans une réserve de lémuriens? Elle me raconte son histoire. Et plus je lui parle, plus je l'aime. Comme ce que vous disiez, monsieur le maire. Elle a quitté sa ville, Tuléar, 800 km à pied. Tous les jours, elle arrive chez quelqu'un. Et un jour, elle arrive là, et mes petits lémuriens n'ont rien dit. Ils se sont installés. Là, j'ai passé une nuit d'enfer. Qu'est-ce que je faisais? Eh bien, je suis allé chercher l'armée. Parce que s'ils étaient restés là, d'autres seraient venus, ils m'auraient mangé tous mes lémuriens. Et je termine sur une histoire terrible. J'ai honte de moi d'avoir fait ça, mais je n'avais pas le choix. Et pourquoi étaient-elles parties? Parce qu'à Tuléar, on lui avait coupé tous ces arbres. D'accord. Alors, bravo, félicitations. C'était pas une question, vous l'avez tous remarqué. Donc, mais c'est très bien. Mais est-ce qu'il y a des... Alors, oui, allez-y, monsieur. Bonjour. J'ai une question pour monsieur Lafargue. Pardon. Vous aviez l'air, donc, dans votre discours de début de conférence, très touché par la situation des migrants. Et j'aimerais donc vous poser une question pour reprendre ce que disait Jeanne-Marie, en nous demandant ce que nous, on faisait en tant que blancs pour partager nos privilèges de blancs et pour se demander qui est-ce qu'on accueillait. J'aimerais vous interpeller sur la situation de certains migrants mineurs dans vos foyers Emmaüs. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais par exemple, à Martillac, il y a un certain nombre d'éléments inquiétants. Mardi dernier, la directrice de ce foyer pour mineurs a jeté dans l'escalier un des jeunes. Par ailleurs, ce foyer s'est fait connaître pour un certain nombre d'autres faits. Le fait notamment que le cuisinier n'a qu'un seul euro par enfant et par repas pour s'assurer de... Non, mais là, je suis désolé, mais ça peut pas marcher comme ça. Moi, je veux bien recevoir sur un point très particulier qui veut me parler. Je serai à la disposition de tout le monde tout à l'heure. Mais là, on fait venir des intervenants de toute la France. On a un public énorme et je peux pas, je me défile pas, mais je peux évidemment pas répondre à des questions individuelles. Mais avec grand plaisir. Non, mais avec grand plaisir pour vous voir aussitôt après. Aussitôt après, je viendrai vous voir. Je crois que c'est pas le moment. Oui. Merci. Allez-y. Merci de ne pas avoir répondu. On viendra vous voir à la fin. D'accord, on viendra. Oui.
Bonjour. Moi, j'ai une question. Je voulais remercier déjà les personnes qui étaient intervenues. Je suis ici. Je ne vais pas rebondir sur ce que vient de demander cette personne. Peut-être que ce n'est pas le moment, encore que... je ne sais pas. Toujours est-il que moi, j'étais travailleur social pendant plusieurs années. J'ai travaillé avec des réfugiés, avec d'autres travailleurs sociaux, qui sont donc des salariés du conseil départemental. Je ne sais pas si Madame Ajon est là aujourd'hui, mais elle est souvent présente. Mais attendez, monsieur, vous emballez pas. Hein. Je vous en prie, non, On a la parole, donc on la prend. Et tranquillement, sans agresser personne. Et donc, Madame Ajon, conseil départemental, fait un travail, on va dire, important, avec aussi des associations, la vôtre, mais il y en a d'autres, des associations qui sont très connues sur Bordeaux et sur la Cube. Et elles font, on va dire, ces associations, un travail remarquable. On ne peut pas dire le contraire. Évidemment, à l'intérieur, il se passe des choses. Moi, j'y ai travaillé. Et ce qui se passe, en fait, c'est ce que dit cette dame qui m'a émue et en même temps, ça m'a fait du bien, quand elle dit qu'il va falloir faire ensemble, c'est que dans ces associations, il y a des salariés qui donnent du cœur, qui donnent de leur temps. Mais en fait, ils savent pas. Ça veut dire qu'on n'a pas été préparé à recevoir des jeunes, des mineurs. Parfois, ils ne le sont pas, mais on s'en fout. Moi, je ne suis pas là pour savoir s'ils ont 16 ou 18 ou 20. Et on les a accueillis, on les accueille encore. Et aussi, il y a des gens qui jouent le jeu, des patrons, des CFA. Et tout le monde a joué le jeu en se disant, mais ils sont à Ostens, qu'est-ce qu'on va faire? Au début, ils étaient à Ostens. Hein, et puis, ils sont arrivés, les associations ont dit, nous, on prend, nous, on joue le jeu, on y va. Et ok, ça dysfonctionne, c'est la vérité, il ne faut pas se cacher, hein, c'est pas facile. Les salariés, les éducs, les assistantes sociales ne savent pas toujours faire. Mais il y a des gens à côté, il y a des bénévoles qui, eux, ont envie aussi d'aider, de soutenir, d'être dans ces assos. Salariés, on va dire, mais eux, ils arrivent un petit peu avec leurs petites habitudes, ou comme dirait Bourdieu, leurs petits habitus. Et en fait, oui, ça arrive aussi des fois qu'on lise et qu'on réfléchisse. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, ils n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Les bénévoles sont un petit peu en mode, pas syndicaliste, mais allons-y, il faut aller plus vite, etc. Ils ne sont pas du côté du pas à pas, comme disait Hulot. Ils sont plutôt du côté on y va, on fonce, et andiamo, comme ils disent les Italiens. Et dans les structures, eh ben non, en fait. C'est plus compliqué, parce que la préfecture joue pas le jeu, le département n'a pas l'argent. Et en fait, c'est ça le problème. C'est qu'on est en train de perdre du temps parce que ceux qui ont le fric, ils ne donnent pas. Le département fait ce qu'il peut parce qu'il ne connaît pas non plus la situation. Alors donc, croisons-nous, faisons ensemble et arrêtons de rester dans nos précarés. C'est tout. Très bien. J'ai une question pour... je ne sais pas s'il y a une réponse qui est attendue. Je ne sais pas s'il y avait une question, en fait. Moi j'ai une question, enfin j'ai même deux questions à Monsieur Carême. Je suis ici. Je voudrais savoir, si vous avez parlé avec les autres maires de votre région, si vous réussissez à les faire adhérer à votre philosophie. Et la deuxième chose, vous parlez des migrants, vous en aviez 3000, maintenant vous en avez plus que 600. Est-ce que vous avez une idée de ce que deviennent ceux qui partent? Merci. Il y en avait 2500 au plus fort. À partir du moment où on les a pris en charge, où on a organisé une forme d'accueil sommaire, hein, il ne faut pas faire de camps. Moi, je ne préconise pas de faire des camps pour les accueillir. Je préfère qu'on les accueille dans des structures par petits groupes plutôt que 2500 comme on l'avait fait. À partir du moment où on leur a mis un minimum de choses à disposition, une douche, des points d'eau, de la distribution de nourriture, un accès à de la dignité, tout simplement, beaucoup se sont dit, quand même, on peut peut-être faire quelque chose dans ce pays. Et beaucoup ont demandé l'asile à ce moment-là. Donc, ils sont partis dans des structures d'accueil en France. Je suis à Grande-Synthe. La particularité, c'est que ce sont 98% de Kurdes. Kurdes irakiens, iraniens, syriens au départ, mais les Syriens, leur cas, entre guillemets, a été vite résorbé, puisque beaucoup ont été accueillis très rapidement.
Aujourd'hui encore, ceux qui font la demande d'asile, qui sont chez moi temporairement, à 82%, 78, m'a dit la CIMA d'hier, 78% quand ils font leur demande d'asile ont leur demande d'asile. Donc c'est une situation très particulière. Donc en fait, beaucoup sont partis vers la demande d'asile, et une autre partie, on a beau faire ce qu'on veut, on a beau mettre 4 rangées de CRS, 8 rangées de barbelés et ce qu'on veut, on passe, ça passe. Et donc beaucoup vont en Angleterre. Beaucoup arrivent à passer en Angleterre par des biais divers et variés. Et ce qui fait que, comme ils passent en Angleterre, les réseaux sociaux font que dans les minutes qui fait leur arrivée en Angleterre, ça y est, j'y suis arrivé. Donc tout le monde reprend confiance en disant, on va y arriver, donc on va retenter notre chance. Voilà, pour la situation, et ce qui fait que c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, moi, les effets de Dublin, c'est que j'ai des Kurdes qui étaient des Irakiens qui avaient fait une demande d'asile en Allemagne, qui a été refusée, je ne sais pas pour quelle raison en Allemagne, et qui, compte tenu de Dublin, vont pas de la faire en France, puisque sinon ils seront renvoyés en Allemagne et c'est refusé, donc veulent aller en Angleterre. Et donc la situation là, on la vit aussi. Et après, sur les élus locaux, alors au départ, ils étaient tous avec moi. Ils ont même voté une subvention pour m'aider à construire le camp. Parce qu'en fait, je les avais chez moi. Ça évitait de les avoir chez eux. Et puis là, maintenant, ça change. Les collègues de l'agglo sont en train, certains, pas tous, mais certains sont en train de dire il faut qu'on fasse quelque chose. Donc j'ai eu une réunion avant-hier matin, justement, avec quelques-uns d'entre eux, où chacun accepte d'ouvrir 20 places dans de l'habitat diffus ou dans une structure qui ne servait pas. Et donc, on va avoir une capacité de 300 places à peu près en accueil sur l'agglomération. Mais moi, c'est ce que je demande à l'État, c'est d'organiser ces lieux d'accueil partout sur le littoral, parce qu'il y a un dogme du ministre de l'Intérieur qui ne veut pas de ça, pensant que ça allait faire des points de crispation et de l'appel d'air. Alors que je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, l'appel d'air, il s'appelle Angleterre dans notre situation. Et donc, voilà, il faudrait qu'on y arrive, parce que ça permet à ces gens qui arrivent sans rien de se poser quelque part, et pas dans un sous-bois, pas dans un squat quelque part, mais avec un minimum de conditions, et puis au bout de quelques jours, discuter avec eux, traduire, bien expliquer, et voilà, peut-être que beaucoup d'entre eux se réentraient vers une demande d'asile, donc vers un dispositif après, puis on rechercherait de l'emploi, puis etc. derrière. Donc c'est en train de petit à petit y arriver. Mais je dois avouer que, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'élus en France qui font ce travail, qui ont accepté d'ouvrir des choses, et tous me témoignent du village de 179 habitants qui a accueilli 20 Syriens jusqu'aux villes de plus de 100 000 habitants, et les élus me disent tous, mais ça se passe super bien. Donc voilà, il y a comme partout parmi ces chercheurs de refuge, il y a des cons, mais comme dans toute la société. Donc il y a quelques problèmes de temps en temps, mais globalement quand même, et très majoritairement, la situation se passe bien. Ici, devant. Oui, ma question serait pour Jeanne-Marie Rugira, qui nous parle de dialogique et qui nous dit que les migrants ont beaucoup à nous apprendre sur leur manière de survivre face à ce qui vient. Et ma question, c'est de savoir s'il y a déjà des principes qui ont été posés de résilience, et est-ce qu'elle peut nous en dire un tout petit peu plus sur les actions qu'elle conduit avec ses étudiants? Excusez-moi, juste avant cette réponse, je vais faire le maître du temps. Ce sera la dernière question. On va accueillir Edgar Morin ensuite sur scène. Donc je suis obligé à un moment donné de faire le maître du temps. Je vous laisse répondre, excusez-moi. Ça demanderait une longue réponse, donc je la ferai pas, je pense pas. Moi, j'ai eu la chance d'immigrer au Québec. Et même si les Québécois semblent ne pas le savoir eux-mêmes, ils ont beaucoup été influencés par la culture amérindienne. Et dans la culture amérindienne, il y a des pratiques dialogiques. Par exemple, il n'y a pas chez eux le débat à la française. Il y a la croyance que face à une situation, chaque personne a probablement une petite part de la vérité que nous attendons tous. Et ces cercles dialogiques, quand on les anime avec les migrants, moi j'enseigne donc en psychosociologie, j'enseigne, comme disait madame, à des travailleurs sociaux, à des gens qui apprennent à travailler avec tous les marginalisés finalement, là, c'est pas seulement les migrants, tous les marginalisés. Juste pour vous donner un exemple,
accueillir une maman de 70 ans qui a vécu pendant 30 ans dans un camp de réfugiés et qui a quand même réussi à faire grandir ses enfants sans qu'ils meurent de malnutrition dans un camp de réfugiés. Et tout à coup, on lui retire ses petits-enfants qu'on va mettre dans les services sociaux parce qu'il ne les a pas nourris selon le code nourricier de la République. Ça fait juste augmenter de la maltraitance sur de la maltraitance. Alors que ce que ça prend, c'est du temps, c'est de la pédagogie, c'est du dialogue et c'est de l'apprentissage réciproque. Parce que quelque chose comme la nourriture, c'est quand même très culturel, c'est quand même très affectif. C'est quand même, on ne peut pas demander à quelqu'un « change ta bouffe demain matin ». Bon, la guerre nous fait vivre ces choses-là, mais à part être obligé, on ne fait pas ça comme ça. Bref, moi je crois qu'il y a de plus en plus, et d'ailleurs quelque chose comme cet événement-ci le démontre, beaucoup de citoyens qui sont en attente des alternatives, qui ne veulent plus attendre après les politiques et qui mettent en marche des initiatives. Et parmi ces initiatives-là, ces cercles dialogiques sont ceux qui, à mon avis, donnent le plus de résultats en termes d'apprendre à vivre ensemble dans nos localités.